Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule de Perspective citoyenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une figure qui peut sembler être un peu le contraire de la figure du citoyen, mais qui est justement étroitement liée à ce concept. Cette figure-là, c'est la figure de l'étranger, qu'on peut appeler migrant, sans-papier, toutes des dénominations qui renvoient au caractère fondamentalement mouvant de ce qui fait ou non qu'une personne sera perçue comme étrangère. Étudier la figure de l'étranger, surtout dans la longue durée, renseigne énormément sur les valeurs qui fondent la vie collective, sur les critères d'appartenance à un groupe, fondements identitaires qui font partie intégrante de la citoyenneté d'aujourd'hui et du passé. Pour nous parler plus amplement de l'histoire de la figure de l'étranger au Québec, qui s'étend du tout début de la colonisation européenne à la seconde moitié du 20e siècle, je reçois aujourd'hui Martin Paquette, professeur d'histoire à l'Université Laval et auteur de l'ouvrage Tracer les marches de la cité, étrangers, immigrants et État au Québec entre 1627 et 1981, publié aux éditions Boréal. Bonjour Martin Paquette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Ariane Godbout, ça me fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors, la figure de l'étranger, c'est un vaste sujet, même dans une perspective aussi géographiquement circonscrite que celle du Québec, en tout cas du territoire qu'on associe maintenant au Québec. Comme point de départ, on va se transporter d'emblée à l'époque de la Nouvelle-France, qui est un peu le point de départ de ton livre. Même un peu de manière antérieure également. Et même antérieure. C'est-à-dire, moi, j'ai une perspective d'anthropologie historique dans le cadre de mes travaux sur l'histoire de la culture politique. Il y a des éléments des systèmes qui existent, qui nous semblent naturels, qui nous semblent aller de soi. Or, ces systèmes-là sont culturels, ils sont sourds de la culture. Ils ont apparu à un moment donné parce que les êtres humains qui étaient là ont pu se négocier, ont pu avoir des stratégies pour pouvoir régler des problèmes auxquels ils rencontraient, des problèmes qui relèvent de la vie dans la cité, c'est-à-dire de la vie dans la communauté politique. Et ce problème-là apparaît, je dirais, au moment du Moyen Âge. Au Moyen Âge, la communauté politique, elle est fondée autour de l'adhésion à une foi, la foi chrétienne. Donc là, quand vous parlez, par exemple, des rois, des royaumes, des principautés, et ainsi de suite, qu'on retrouve en Europe, ce sont des systèmes politiques qui sont fondés en grande partie sur l'appartenance à une foi. Une foi, quand vous êtes un chrétien, eh bien, vous êtes automatiquement un sujet du roi. Okay, ou de la reine, parce qu'on permettait ça dans certains royaumes, ou encore des princes, et ainsi de suite. Donc, vous devinez déjà là qu'il y a des gens qui sont extérieurs à ça. C'est le cas des gens qui partagent une autre foi. Une autre foi, c'est par exemple le cas des gens qui appartiennent à la confession juive, ou encore aux gens qui adhèrent à l'islam en tant que tel. Donc, ce ne peuvent être des sujets de cette façon-là parce qu'ils ne partagent pas cette foi. Et on peut donc s'attendre qu'à l'époque des guerres de religion en Europe, à partir de l'apparition de la Réforme au 16e siècle, bon, et toutes les guerres qui vont en découler, ça va certainement teinter la figure de l'étranger dans la métropole européenne et peut-être incidemment en Nouvelle-France. Sûrement, parce que c'est l'élément qui se produit, c'est évidemment l'éclatement de l'Église chrétienne. L'éclatement de l'Église chrétienne, ça s'est produit de différentes façons. Il y a le grand schisme entre le catholicisme et l'orthodoxie. Ensuite, il y a la réforme protestante qui est plurielle. Et cette réforme protestante, dès le début, quand Martin Luther ou encore quand Jean Calvin propagent leur thèse, ça va faire l'intérêt de plusieurs dirigeants politiques et qui vont dire, bon, regardez, sous mon royaume, sous ma principauté, mais désormais, ce sera le luthérianisme, ou encore à Genève, ça va être le calvinisme, ou encore, par exemple, le presbytérisme en Écosse, ou encore à l'époque d'Henri VIII en Angleterre. D'ailleurs, le souverain devient non seulement le souverain de l'Angleterre, du royaume d'Angleterre, mais il devient le chef de l'Église d'Angleterre à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça crée
des tensions particulièrement grandes, et ces guerres de religion qui ont duré sur à peu près 150 ans, vont être une période particulièrement sanglante de l'histoire de l'humanité. Ouais. Donc, le 17e siècle, le 16e et le 17e siècle sont parmi les siècles les plus sanglants parce que vous avez, d'une part, la conquête de l'Amérique. Donc, déjà là, c'est à partir des gens comme Hernán Cortés puis Francisco Pizarro, nous n'avons pas affaire à des amis de l'humanité ici, là. Et en effet. Et d'autre part, évidemment, en Europe même, ce sont les guerres de religion qui vont ensanglanter les différents royaumes en France, en Angleterre, dans ce qui constitue le empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne actuelle, et entre autres dans la guerre de 30 ans, par exemple, entre 1618 et 1648, jusqu'au traité de Westphalie. Ce qui constitue l'Allemagne actuellement, c'est 1 million de morts qu'on retrouve là. Lors de la Révolution cromwellienne en Angleterre, en 1642 jusqu'en 1648, c'est 250 000 de personnes qui meurent en Angleterre. Et dans le cas d'Irlande, l'Irlande est littéralement dévastée à ce moment-là. Donc, que faire pour assurer le lien politique dans une période où la confession religieuse n'est plus présente? Bien, en Nouvelle-France, ce qui va jouer, c'est que c'est le Royaume de France. Oui. Le Royaume de France, le principe qui joue ici, c'est le principe de catholicité. Vous êtes un catholique, donc immédiatement, vous êtes un sujet du roi de France en tant que tel. Et même si Henri IV, au moment de l'édit de Nantes, permet justement un droit cité pour les différentes confessions protestantes, mais le souverain est nécessairement catholique là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est une catholicité qui est plus tolérante, entre guillemets, okay, parce qu'on s'entend tout de suite qu'à l'époque du 17e siècle, à l'époque même à l'époque d'Henri IV, de Louis XIII et surtout de Louis XIV, la place qu'on fait aux protestants en France est de moins en moins importante. Oui. C'est plus tolérant que, par exemple, en Espagne, au moment de la Reconquista, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait contre les musulmans en Espagne ou contre les Juifs en Espagne? C'est particulièrement intolérant ici. En France, on se situe au 17e siècle quand même dans un contexte de durcissement, parce qu'on passe quand même d'Henri IV qui est assassiné en 1610 à Louis XIII, qui déjà est un peu moins l'ami des protestants, à Louis XIV, qui lui vraiment va mettre en place une politique qui va donner lieu à la révocation de l'édit de Nantes à la fin du 17e siècle. Mais je crois, corrige-moi si je me trompe, mais en Nouvelle-France, très tôt, les protestants sont d'ailleurs interdits d'immigrer en Nouvelle-France. Officiellement, ils sont interdits. Oui. Bon, il faut dire que le premier article de loi qui est présent, justement, qui va réguler le statut du sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient qui est un sujet du roi de France et quelqu'un qui est un étranger, okay, en tant que tel, c'est la création de la Compagnie des sans-associés. Mm-hmm. Et donc, on parle de 1627. Qu'est-ce qui se passe en 1627? Bon, évidemment, bon, on essaie de transformer la Nouvelle-France comme une colonie comptoir, parce que c'est un comptoir essentiellement pour le commerce des fourrures à ce moment-là. Donc, on crée une compagnie, on a 100 associés, puis on va avoir justement des droits pour justement faire la traite des fourrures, puis faire de l'établissement sur place. Donc, on va demander donc au premier ministre de Louis XIII de pouvoir faire ça. Le premier ministre de Louis XIII, c'est le fameux cardinal Richelieu. Okay? Louis-Armand Duplessis, cardinal Richelieu. Qu'est-ce qu'il fait en 1627? Il est en train d'assiéger la ville de La Rochelle, qui est occupée par les protestants, qui ont l'aide, entre autres, de la part des Anglais, qui sont des protestants aussi en tant que tels. Donc, il ne tient surtout pas à avoir des protestants parmi les sans-associés. Donc, il y a, entre autres, dans l'acte créant la Compagnie des sans-associés, justement, on va dire, bien, s'il y a des établissements de français sur place, on veut que ce soit des sujets français, donc c'est des sujets qui sont catholiques en tant que tels. Déjà, à ce moment-là, on associe sujet français à une forme de catholicité, même si dans les faits, jusqu'en 1685, du moins officiellement, il y a des protestants sujets français. Ah, bien sûr. Mais ici,
la solution qui s'est faite justement à l'époque de l'édit de Nantes, c'est éventuellement de convaincre les protestants de leur erreur et qu'ils puissent ensuite rejoindre la grande famille catholique en tant que telle. Donc, on n'est pas obligé de les martyriser, on n'est pas obligé, quoique on commence déjà à ne pas accepter d'avoir justement une force étrangère, entre guillemets, sur son territoire. Donc, c'est ça que, par exemple, que Richelieu fait à La Rochelle. À La Rochelle, bon, c'est une façon de réduire l'importance du protestantisme en France, qui est particulièrement importante, et ça va se manifester jusqu'aux dragonnades en 1685. Oui. Et en France, donc, on comprend que la religion occupe une place importante, mais il y a quand même des régimes juridiques qui vont s'appliquer à des catholiques qui sont quand même nés en dehors du royaume de France. C'est ce qu'on appelle le fameux droit d'aubaine. Est-ce que c'est possible de juste dire quelques mots sur qui est l'aubain dans la France de l'Ancien Régime, puis pourquoi cette catégorie-là a été créée? Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de royaume à cette époque-là, ce n'est pas une entité territoriale avec des frontières telles qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a eu un changement considérable, qu'on parlera tout à l'heure d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, c'est le développement de la propriété privée et de l'établissement. Lorsqu'on établit, par exemple, quand Jacques Cartier arrive en 1534, installe une croix dans la baie de Gaspé pour dire, bon, ceci appartient au roi de France, mais ce n'est pas le territoire qui appartient au roi de France, ce sont les âmes qui y vivent, les individus qui y vivent éventuellement. Et là, ça veut dire que c'est une terre ouverte à l'évangélisation. Et ça, c'est un élément qui est important là-dessus. Donc, ce qu'on voit, par exemple, lors du traité je reviens à la question des sans-associés, ça se pose dans le cas des Autochtones. On va dire les Autochtones, qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais ils deviennent automatiquement sujets du roi de France lorsqu'ils sont baptisés. Donc, l'aubain, c'est quelqu'un qui est un chrétien en tant que tel. C'est quelqu'un, mais qui n'est pas sous la même je dirais ici, la même souveraineté que celle du roi de France. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est chrétien, il peut facilement avoir son lien ici, son serment avec le roi, OK? Puis on peut facilement donner une nouvelle nature, une naturalisation. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'on est ici dans le domaine, je vous disais tout à l'heure, je travaille en anthropologie historique. Donc, l'anthropologie historique implique, entre autres, tout le système de croyances qui est présent. Comprendre comment les croyances fonctionnent et, entre autres, ce qu'on appelle la pensée magique. C'est-à-dire une pensée qui est performative, c'est-à-dire une pensée qui transforme la réalité du moment qu'on l'énonce en tant que tel. Et un élément qui est particulièrement important à cette époque, c'est la notion de serment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prête un serment, on s'engage ici-bas, dans ce monde très terrestre, mais aussi au-delà. C'est-à-dire avec le salut de son âme. On engage sa parole devant Dieu. On engage sa parole devant Dieu. Donc, un aubain, quand il est naturalisé en tant que tel, il prête un serment et ce serment engage non seulement son statut politique sur Terre, mais également, évidemment, le salut de son âme dans le ciel. Donc, c'est une dimension qui est assez importante. Et comme les royaumes, à l'époque, c'est le cas de la plupart des royaumes européens. On va retrouver ça, par exemple, en Angleterre également. Sauf que les termes vont changer. On va parler de foreigner, on va parler d'alien, par exemple, en tant que tel. On va parler, par exemple, d'alienus. Puis ça, c'est l'expression latine qui va se transmettre ailleurs, entre autres, en tant que tel. Quand vous êtes un chrétien, bien, il y a des bonnes chances, justement, de devenir, surtout si c'est un chrétien catholique, OK? Donc, vous pouvez devenir un sujet du royaume. Donc, il est possible quand même, quand on est qualifié d'étranger, même à l'époque de l'Ancien Régime, d'intégrer le corps politique. Ah, bien sûr. C'est ça. D'ailleurs, ça arrive très souvent. En Nouvelle-France, vous avez plusieurs étrangers qui vont se retrouver, des gens qui sont nés en Irlande, qui sont nés en Italie, qui sont d'origine allemande, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, l'intégration va reposer à la fois sur une catholicité, ou en tout cas, il faut épouser la foi du royaume auquel on veut s'intégrer, et d'un serment de fidélité politique, si on veut, au monarque, c'est ça?
En effet, c'est que c'est la notion de naturalisation, le fait d'acquérir une nouvelle nature. Et c'est un serment qu'on prête à ce moment-là. Donc, je reviens à la question des protestantistes parce que ça nous permet de comprendre ce qu'il arrive. Bon, lorsque vous avez en 1665 le fameux régiment de Carignan-Salière qui vient en Nouvelle-France pour faire la guerre contre les Iroquois. Donc, c'est une guerre qui est assez sauvage, en passant, et ce n'est pas à cause du nom qu'on donnait aux Autochtones à l'époque, c'est parce que la répression est assez sauvage concernant on détruit des villages, on met le feu un peu partout, on court après les Autochtones sont présents, et ainsi de suite. Eh bien, vous avez des régiments qui sont protestants, qui sont en Nouvelle-France. Là, après cette guerre, qu'est-ce qu'on fait avec ce régiment-là, entre autres le régiment Saint-Paul de la Motte, qui le régiment Saint-Paul de la Motte, à l'époque, son capitaine, c'est Isaac Bernier. Isaac, quand vous avez un nom de patriarche biblique en France, vous êtes normalement un calviniste. Oui. Vous êtes normalement un calviniste. Donc, ce régiment-là, OK, pour être intégré, cette compagnie-là pour être intégrée à la Nouvelle-France, parce que Jean Talon dit, bien, écoutez, ça va être intéressant de peupler le territoire de la Nouvelle-France, comme on faisait à l'époque de l'Empire romain, c'est-à-dire les légionnaires vivent sur place et on donne au capitaine une seigneurie. OK? Donc, Bernier, qui est un protestant, qui est un calviniste, qu'est-ce qu'il veut avoir, évidemment, sa seigneurie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il apostasie sa foi calviniste. Il se convertit au catholicisme par un serment et automatiquement, il devient aussi le seigneur de sa seigneurie. C'était le cas aussi de mon ancêtre, en passant. Mon ancêtre, il s'appelait Isaac Pasquier. OK, lui, c'est un simple soldat, par contre. Okay. Et au lieu de devenir directement censitaire, il devient fermier. Ce qui est assez exceptionnel, parce que les censitaires, normalement, c'est des droits que vous avez pour la culture de la terre. Vous êtes soumis évidemment, à un seigneur en tant que tel, mais lui devient fermier parce qu'on s'en méfie. Évidemment, ça va de soi, c'est un calviniste. Mais lorsqu'il arrive pour se marier, pour s'établir, ben là, pour se marier, il faut se marier selon les rites de la foi catholique. Donc, à ce moment-là, et la seule présente. Ouais. Il apostasie et il devient catholique et non seulement il se marie, mais il devient à ce moment-là censitaire. J'aimerais qu'on revienne parce que tu as mentionné un peu plus tôt le statut des Autochtones, hein, quand Jacques Cartier arrive à Gaspé, qui plante la croix et qui prend possession du territoire, et non pas du territoire finalement, des individus qui le peuplent au nom du roi de France. C'est assez paradoxal dans la mesure où les Autochtones, à ce moment-là, tant qu'ils ne sont pas baptisés, vont être considérés comme des étrangers, alors que ce sont eux qui sont présents sur le territoire en tant que tel avant même l'arrivée des Européens. En effet, il faut bien comprendre, encore une fois, pour les Autochtones, c'est la même réalité, je dirais, par rapport au territoire. Un Autochtone, à l'époque du 15e, du 16e, du 17e siècle, la notion de propriété privée, c'est une aberration. On ne comprend pas ce que c'est. Un territoire de chasse, un territoire de pêche, on sait c'est quoi. C'est-à-dire, on vit des ressources qui sont présentes et c'est pour ça que vous avez des peuples qui sont nomades ou encore parfois qui sont semi-sédentaires. Et quand ils sont semi-sédentaires, par exemple, ils s'installent à Hochelaga, puis ils vont partir d'Hochelaga quand les ressources du sol ne suffisent plus. Mais il n'y a pas de titre de propriété en tant que tel, ce qu'ils ont. Lorsqu'ils voient arriver les Français, ils voient bien un autre peuple arriver. Et les autres, ils se considèrent comme étant une nation. Et ça, c'est une nation qui est importante. C'est-à-dire, ce qu'ils ont avec les Français, ce ne sont pas une relation de suggestion, mais c'est une relation d'alliance. Donc, lorsque vous avez la Grande Paix de Montréal, par exemple, en 1701, avec Louis-Hector de Calière d'un côté, Comte d'Aronde de l'autre, et les 41 chefs autochtones qui sont présents, bien, les Autochtones ne viennent pas dire nous sommes désormais des sujets du roi de France. Ils disent au contraire, bien, nous sommes des nations, et là, on va s'entendre avec notre oncle, Onontio, en tant que tel, et c'est nos alliances qui vont être présentes.
Oui. On voit des alliances pour la chasse, pour la pêche, aussi pour la guerre également, qui vont jouer en tant que telles. Donc, ça veut dire que si on suit cette logique-là, que les Autochtones restent toujours un peu, justement, en marge, donc un peu étrangers sur leur propre territoire? C'est-à-dire pour eux, ils considèrent qu'ils ne sont pas des sujets du roi de France. Mm-hmm. Quand vous êtes du côté des Français, du côté du roi de France, lorsque vous convertissez ces Autochtones, Ouais. donc là, à ce moment-là, ces gens-là deviennent des sujets du roi de France. Donc, dès l'origine, ce qu'il y a, c'est un quiproquo. C'est un gros malentendu, oui. Malentendu majeur, à la fois parce que d'un côté, vous avez les Autochtones qui disent, nous faisons des alliances. OK? Nous restons des Inuits, nous restons des Wendat, ainsi de suite. Donc, les Anishinaabe, par exemple, nous avons des alliances avec notre oncle. OK? Mais ce qui concerne notre oncle, OK, ce qu'il veut bien notre faire. Notre liberté est préservée. C'est ses libertés. Ouais. C'est ses libertés. Alors que du côté français, du côté européen, ils vont dire, ben écoutez, dès que vous convertissez, vous devenez un sujet du roi. Mm-hmm. OK? Et donc, on s'attend effectivement que comme vous êtes un sujet du roi, ça demeure comme cela. Et ça, c'est dès 1627, dès le cardinal de Richelieu, dans le fameux acte de la création des sans-associés. OK, de la Compagnie des sans-associés. On indique qu'est-ce qu'on fait avec. Il y a un article c'est l'article 27, si je ne me trompe pas, qui mentionne que fait-on avec les sauvages, c'est le terme qu'on employait à l'époque. Eh bien, dès qu'ils se convertissent, ils deviennent sujets. Un peu comme si la conversion faisait acte de naturalisation. En effet. Dans le cas des Autochtones, en fait. Oui, c'est ça. En effet. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la conversion menée par les Jésuites, par exemple, a été particulièrement. Les Jésuites étaient très militants pour ce genre de conversion-là. Bon, c'était à la fois, évidemment, pour des motifs d'ordre religieux, c'est-à-dire l'âme de la personne qui monte vers le ciel, mais pour des motifs qui sont très terre-à-terre, qui sont très politiques, c'est-à-dire vous avez désormais des sujets. Mm-hmm. Et bon, on retrouve ce genre de conception sous le régime français. Est-ce que la conquête britannique qui va se faire à la moitié du 18e siècle va chambouler beaucoup c'est la conception alors en vigueur ou finalement assez peu? Il faut mentionner dans le cas britannique, anglais et britannique, que ça a suivi un chemin assez parallèle, la notion comme je le mentionnais, dès le début du 16e siècle, en Angleterre, OK, ça devient un pays protestant, ça devient un royaume protestant avec Henri VIII, entre autres, l'Église d'Angleterre. Vous avez aussi le cas de l'Écosse avec John Knox, qui est presbytérien également. Et vous avez tout ce qu'on appelle des protestants dissidents qui sont présents. Donc là, ces protestants dissidents, on les retrouve de différentes sortes, des baptistes, des épiscopaliens, ainsi de suite. Puis ça va donner, par exemple, les méthodistes à partir du 18e siècle en tant que tel. Ici, la notion, parce que la réforme en Angleterre a été engendré une guerre civile particulièrement cruelle. Particulièrement cruelle. Donc, il y a une dimension eschatologique, pour reprendre ce terme ici, qui est présente chez les Anglais. C'est-à-dire une conception de la fin du monde. Donc, lorsque, par exemple, les pèlerins arrivent avec le Mayflower à Plymouth, au Massachusetts, ils sont convaincus d'arriver dans la Nouvelle-Jérusalem. Ouais. Donc, la Nouvelle-Jérusalem, ça veut dire que ce sont des purs. Et ces purs, évidemment, ben, écoutez, on se méfie beaucoup des catholiques. Mm-hmm. OK? Mais ceux qui ne sont pas catholiques ne sont même pas des êtres humains. Selon les. C'est vraiment cette conception-là. Quand on lit, par exemple, les tragédies shakespeariennes, OK? Le Marchand de Venise, par exemple, ou Othello. Le Marchand de Venise, Shylock est un juif, Othello est un musulman. Eh bien, c'est très clair dans la tête de Shakespeare, puis c'est contemporain à Shakespeare que ils ne peuvent être convertis. Donc, ils ne peuvent être convertis, ce ne sont pas des êtres humains. Donc, ils n'ont pas les droits d'un être humain.
Donc, c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, au moment de la colonisation en Nouvelle-Angleterre, le massacre des Pequot, par exemple, au Connecticut, la guerre du roi Philippe, par exemple, au Massachusetts, et ces guerres d'extermination qu'on fait concernant les Autochtones. Là, ce qui se produit, c'est à partir du XVIIe siècle, surtout en Irlande. L'Irlande se révolte à la fin du XVIIe siècle, et au début du XVIIIe siècle, eh bien, l'Irlande est intégrée comme une plantation à part entière désormais du Royaume de Grande-Bretagne. Mais l'Irlande qui est catholique. L'Irlande est catholique. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a un relatif système de tolérance. C'est très relatif parce que les catholiques irlandais ne sont pas pleinement sujets britanniques. C'est seulement que plus tard que ça va se faire, en 1828, lorsque Westminster va reconnaître aux catholiques le droit d'être sujets britanniques en tant que tel. Donc, là, il y a un système de relative tolérance. On le voit avec des gens comme John Locke, par exemple, qui va développer cette dimension-là. Et lorsque la conquête se fait ici, lorsque la Nouvelle-France passe d'un sujet comme des sujets du roi de France à des sujets du roi britannique, à ce moment-là, là, ici, ça se fait dans une période de relative tolérance religieuse. Et d'ailleurs, le droit de la guerre à l'époque est assez clair. Lorsque vous rendez, lorsque vous faites un acte de capitulation en tant que tel, eh bien, la capitulation, vous passez désormais de la suggestion d'un souverain à la suggestion d'un autre souverain. Donc, lorsque, par exemple, Montréal capitule en 1760, eh bien, les sujets français, exception faite des Acadiens, et ça, c'est intéressant, exception faite des Acadiens, eh bien, les sujets français sont désormais des sujets anglais, des sujets britanniques. Pourquoi les Acadiens? C'est qu'en 1755, ils sont sous la suggestion, évidemment, du souverain britannique depuis le traité d'Utrecht en 1713 en tant que tel. La guerre s'annonce. La guerre de 7 ans. Le gouverneur Lawrence impose le serment du test. Les Acadiens refusent en disant qu'ils veulent rester neutres. Donc, c'est à ce moment-là qu'on lance la déportation en disant vous êtes des sujets rebelles au roi. Oui. Donc, parce que vous refusez de prêter un serment d'allégeance. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous envoyer partout maintenant. Et c'est ça qu'au moment de la capitulation de Montréal, par exemple, dans le cas des Acadiens, il y a un article qui exclut les Acadiens en disant que ce sont des sujets rebelles au roi. Est-ce que ça va être des articles qui vont se retrouver aussi dans la proclamation royale en 1763 et après? C'est ça. Okay. La décision royale permet justement un établissement d'une colonie britannique. Sous le modèle de ce qu'on retrouvait, par exemple, dans les 13 colonies américaines. Parce que dans les 13 colonies américaines, il y a des colonies qu'on appelle Commonwealth, comme le Commonwealth du Massachusetts. Il y a des colonies royales qui sont présentes également. Donc, c'est le cas de la Géorgie, par exemple. Il y a des compagnies privées qui possèdent évidemment aussi des colonies. Des colonies. Bon, c'est comme la Pennsylvanie. Mais il y avait aussi une colonie britannique qui était catholique. C'est le cas du Maryland, par exemple. Le Maryland était considéré comme catholique à ce moment-là. OK, donc parce que ça appartenait à Lord Baltimore. Lord Baltimore avait des sympathies pour les catholiques. Donc, plusieurs catholiques se sont établis justement là. D'accord. Donc, quand on crée la proclamation royale en octobre 1763, eh bien, c'est pas une première d'avoir une colonie britannique. On a l'Irlande, on a le Maryland, on a désormais la province of Québec. Mais à l'origine, c'est vraiment fait pour les protestants en tant que tel. Mais plus rien fonctionne. C'est ça qui arrive à ce moment-là. C'est que cette colonie-là, qui a coûté une fortune, parce que la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête, c'est une guerre qui a été onéreuse. C'est une première guerre mondiale. Ça a coûté une fortune en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'on va imposer les Américains. On a la loi du thème, et c'est suite pour payer les dépenses de la guerre. Puis on espère que la province of Québec soit rentable, mais plus rien ne fonctionne. C'est ce qui va aussi ce qui va poser les ferments de la guerre d'indépendance américaine aussi.
c'est cela. Ouais. Mais il faut faire fonctionner cette colonie-là parce que, du point de vue économique, tout est fondé sur le droit français, la fameuse coutume de Paris. Donc, là, à ce moment-là, ce que doit faire le roi à l'époque, bon, c'est qu'il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'on va accorder un statut particulier au papisme. Ce statut particulier au papisme, c'est la restauration, évidemment, du droit coutumier. Donc, ça veut dire que c'est le retour des seigneurs, d'une part. C'est la reconnaissance de l'Église catholique. C'est ce qu'on appelait l'Acte de Québec en 1774. Oui. Ce qui a choqué encore plus les Américains, parce que lorsque vous regardez la Déclaration d'indépendance, qui a été signée au Congrès de Philadelphie, parmi les 27 lois intolérables que Georges III a fait, il y a l'Acte de Québec. Oui, et là, l'Acte de Québec, pour ça, c'est une des gouttes qui fait déborder le vase à ce moment. Est-ce que c'est je crois que c'est sous le régime britannique qu'on passe un peu d'une terminologie orientée autour de la figure de l'étranger vers une terminologie qui va davantage mettre l'accent sur l'immigrant, c'est ça? En effet. Et ça va se développer plus tard, un peu plus tard, parce que là, le changement, ce n'est pas tant le régime politique de la couronne britannique. Le grand changement, c'est la révolution industrielle. D'accord. C'est le grand changement qui se produit à ce moment-là, à partir de 1780, l'invention de la machine à vapeur, le SWAT, le système des enclosures, le système du capitalisme qui se développe, et ça va vider les campagnes en tant que tel. Donc là, à ce moment-là, vous avez un nombre important de gens qui vont quitter les campagnes pour s'installer dans les villes, mais quand ils n'ont pas de place dans les villes, l'option à ce moment-là, c'est l'immigration. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Et là, c'est cette notion d'immigration qui se développe. Le terme immigrant se développe d'ailleurs au début du 19e siècle en tant que tel. Parce qu'à l'origine, ce ne sont pas tout à fait des étrangers, entre guillemets, parce que ce sont des sujets britanniques. C'est des sujets britanniques qui vont partir pour aller ailleurs dans l'Empire britannique. Et à partir ailleurs, c'est se retrouver, par exemple, dans le Haut et le Bas-Canada, par exemple, à partir de 1791. Et ça, ici, ce sont des gens qui sont des sujets britanniques. Donc, même si c'était à Liverpool auparavant ou à York, ils demeurent des sujets britanniques. Ça fait comme une espèce de notion mitoyenne entre l'étranger, étranger avec un grand E qu'on pourrait dire, et la personne qui cohabite avec une autre au sein même d'un corps politique uni. L'immigrant, c'est un peu une espèce de figure entre deux. Et il y a un autre phénomène, parce que c'est un phénomène qui se produit en Grande-Bretagne, ça comprend l'Irlande aussi à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un nombre important de campagnards qui vont quitter pour aller dans les villes. Puis là, s'ils ne vont pas dans les villes, ils se retrouvent ailleurs. L'Amérique devient à ce moment-là. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve également dans l'ensemble de l'Europe. Donc, par exemple, vous allez observer ça dans les Pays-Bas, vous allez observer ça, c'est ce qui est actuellement l'Allemagne, vous allez observer ça en Scandinavie, vous allez observer ça aussi en Europe du Sud, parce que l'Italie, la Grèce, le Portugal, ce sont des endroits où, justement, l'exode rural, c'est un exode on va vers l'Amérique. Donc, entre 1830 et le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc de 1939, c'est l'équivalent d'à peu près 100 ans, 110 ans. OK, vous avez 60 millions de personnes qui vont s'inscrire dans un système migratoire entre l'Europe et l'Amérique. OK, donc au final, c'est ça, les immigrants, ce n'est pas juste nécessairement des sujets britanniques, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des sujets européens? C'est des sujets européens de manière générale, des citoyens français, des citoyens des Belges, des Suisses, des Allemands, des gens de l'Empire austro-hongrois, des Russes, surtout des Russes, et particulièrement les Juifs russes qui sont persécutés à partir de 1880 également. Donc, parce que vous avez, c'est pas seulement que les gens qui quittent les campagnes pour des raisons économiques, vous avez aussi des persécutions politiques. Dans le cas des Juifs, ça a été particulièrement violent, encore une fois, ici, là. Particulièrement sauvage aussi en tant que tel, comme façon de fonctionner. Donc, vous avez donc des mouvements migratoires qui sont massifs. 60 millions de personnes vont quitter pour aller en Amérique. Cependant, la différence entre l'immigration qui se fait à l'époque de la Révolution industrielle et celle qui se faisait auparavant, l'immigration de colonisation, c'est que désormais, il y a une rupture qui est un peu différente
La première, sous le régime de la Nouvelle-France, par exemple, lorsque vous quittiez, par exemple, le Poitou, Charente, lorsque vous quittiez la Normandie, puis vous installez sur le long de la rivière, le long du Saint-Laurent, c'était pour demeurer. Okay? Oui. Donc, on appelle une colonisation en tant que telle, une colonisation sur le territoire en tant que tel. Là, ce qu'on va voir à partir du 19e siècle, c'est une migration qui est fondée sur le salariat. Des gens qui vont dire, bon, il va essayer d'améliorer mes conditions de vie, j'envoie de l'argent à ma famille, j'espère gagner des sous pour pouvoir éventuellement retourner chez moi. Mm-hmm. D'autant plus que les moyens de transport s'améliorent de manière considérable au 19e siècle. On parlait tantôt de la machine à vapeur pour l'industrie, mais c'est la même chose dans le cas du transport. Là. Avant, ça prenait 4 à 5 semaines de traverser l'Atlantique. Désormais, ça prend 1 semaine à traverser l'Atlantique. Donc, vous avez des liens qui sont beaucoup plus faciles à faire de cette façon-là. Mm-hmm. Donc, vous avez des allers-retours qui sont beaucoup plus fréquents. Vous avez des parcours migratoires qui sont énormes. Par exemple, des gens qui quittent le Mezzogiorno en Italie, qui vont se retrouver, par exemple, à Buenos Aires, en Argentine, qui vont se retrouver à Saint-Louis, ensuite au Missouri, à Montréal, puis ensuite, ils vont retourner dans le Mezzogiorno. Et donc, puis, vous voyez, c'est brassage de population remarquable. Justement, ce brassage-là, c'est cette masse-là de gens qui sont devenus très mobiles. Je suppose que ça doit avoir un effet aussi sur les facteurs d'inclusion et d'exclusion des immigrants. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste quand même dans la vieille conception de la même religion, d'être un sujet européen? Ou je suppose que ça évolue aussi en regard de ces transformations sociales qui sont énormes. En effet. Et là, c'est à ce moment-là que se développe l'État moderne. Mm-hmm. L'État moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, d'une part, un élément qui joue désormais avec l'État moderne, c'est le développement du capitalisme. Le capitalisme a besoin d'un espace pour pouvoir se développer, d'un territoire pour se développer. Donc, c'est évidemment tout le développement de la propriété privée. Donc, la propriété privée, lorsqu'on arrive, par exemple, au 19e siècle, c'est à ce moment-là, c'est l'époque de l'arpentage en Amérique Nord. On arpente partout. Et là, on découpe, c'est les cadastres, on découpe, on installe les territoires, on dit, ça, c'est moi qui est désormais propriétaire de ce canton, c'est moi qui retire des sous là-dessus pour pouvoir lancer mon industrie, lancer mon commerce en tant que tel. C'est aussi à ce moment-là que, par exemple, la situation qu'on fait au premier peuple se détériore de manière importante. Avec les fameux traités. C'est ça, c'est-à-dire, d'une part, vous avez des gens qui étaient des nomades à l'époque, donc on va vouloir les sédentariser, et la manière qu'on les sédentarise, c'est avec, évidemment, le système des réserves. Mm-hmm. Donc, ça veut dire dans un territoire en tant que tel, il y a un non-respect, je dirais, des alliances précédentes, et ce qu'on fait, dans le cas du Canada, c'est les fameux 21 traités à partir du lac supérieure jusqu'à la côte du Pacifique, c'est l'aliénation du sol et du sol. Les peuples qui vivaient sur ces territoires-là, mais aliènent le sol puis leur sous-sol. Ils ne sont plus propriétaires en tant que tels de ça. Ensuite, bien évidemment, on essaie, c'est un processus, entre guillemets, de civilisation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va, par exemple, inculter les rudiments de la civilisation occidentale à travers les pensionnats autochtones, par exemple. Oui. Donc, là, on va tuer l'Indien dans l'enfant, comme on disait aussi. Donc, vous voyez, il y a une transformation qui est importante pour les Autochtones. Et dans le cas des étrangers, à ce moment-là, c'est le nombre. C'est un nombre considérable. 60 millions de personnes, c'est du monde, ça. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les troubles sociaux, pour éviter les révolutions, comme on a pu voir avec la Révolution américaine, la Révolution française, le Printemps des peuples en 1848, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, l'État doit avoir des moyens pour homogénéiser sa population. Et ces moyens pour homogénéiser sa population, c'est par exemple un système scolaire qui va enseigner la même langue, un système aussi d'accueil, qui va normaliser les passages avec, par exemple, des passeports, okay? Un système de dénombrement à travers les recensements. Puis là, à ce moment-là, on va donner des critères qui sont plus rationnels, puis plus, entre guillemets, plus rationnels, plus empiriques que ceux de la profession religieuse. La confession religieuse, c'est une pensée magique. Il suffit de se convertir pour changer de statut.
C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on décide de regarder des origines ethniques. Mhm. Et là, c'est à ce moment-là que l'ethnicité va se développer en tant que telle. Donc, parce que cela nous apparaît comme étant quelque chose de rationnel. Okay? C'est l'époque justement des nations qui se développent à travers le monde. Donc, on va dire, bon, désormais, vous avez des Polonais qui vont venir. Les Polonais, c'est des gens qui vivent dans une région qu'on appelle la Pologne. Ils parlent le polonais, ils sont catholiques, ils ont une culture polonaise, ils ont des chansons, des gastronomies, Un ainsi de suite. folklore, etc. Un Oui. folklore qu'on documente de plus en plus. Donc, Ouais. c'est ce phénomène-là qu'on voit apparaître. C'est cette notion que les individus appartiennent à une grande communauté à l'image d'un corps. Mhm. Et à ce moment-là, c'est plus difficile peut-être de passer d'un corps à l'autre. Je pense que si. Parce que bon, Bien sûr, là, bien sûr. on a beaucoup, beaucoup de brassage de population, mais à ce moment-là, mettons, pour un Polonais, pour immigrer au Canada, par exemple, ça se passe aussi peut-être par une politique d'assimilation où ça implique vraiment de renier ses origines polonaises, si on peut le dire ainsi, pour embrasser la Une culture nouvelle, canadienne, le gouvernement et la nation une canadienne. nouvelle, une nouvelle culture. Mhm. Donc, c'est le phénomène, par exemple, qu'on a pu voir aux États-Unis, à ce qu'on appelle le melting pot. Mhm. Le melting pot, c'est le chaudron, c'est-à-dire dans lequel les nationalités d'un peu partout à travers le monde se fondent pour faire un Américain en Ça. tant que tel. Donc, c'est-à-dire un Américain avec des valeurs à l'américaine, une idéologie à l'américaine, le fait de parler l'anglais, par exemple, la transformation de la famille, ainsi de suite. Tous ces éléments-là jouent ici. Et C'est un peu plus compliqué au Canada, Ah, en quel sens? parce que le Canada fait partie d'un empire. C'est vrai. Et l'Empire, ben, cet empire-là, c'était l'Empire britannique, c'est le fameux empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc, c'est OK? très, très large. Donc, Oui, ça regroupe plusieurs nations. ça regroupe beaucoup de nations. Et un moment important, c'est 1851. 1851, c'est au moment que Victoria, reine du Royaume-Uni, devient impératrice des Indes. OK. Et ça, c'est particulièrement important parce que, évidemment, lorsqu'on parle des Indes, on parle du sous-continent indien actuel, c'est-à-dire la République indienne, le Pakistan, le Bangladesh, ainsi de suite. Donc, vous parlez de plusieurs millions de personnes. Donc, on ne peut pas accorder à tous ces gens-là le même statut de citoyen britannique qu'un Anglais né britannique, né Donc, à ce sur moment-là, il va y avoir des espèces de sous-statuts qui vont se créer. c'est cette notion-là qui commence à décliner à l'époque. Ça commence avec un philosophe qui s'appelle Edmund Burke. Edmund Burke, à la fin du 18e siècle, euh, s'oppose beaucoup au modèle français, modèle de la République française qui s'établit au moment de la Révolution française. Mhm. En disant, les droits de l'homme, c'est une abstraction. C'est comme la géométrie ou l'arithmétique. C'est le terme qui donne. Nous avons quelque chose de solide, de concret, d'empirique. Nous avons un héritage inaliénable que nous avons du fait d'être le né anglais, le freeborn Englishman en tant que OK. tel. Donc, ça institue l'anglais comme une espèce de noblesse parmi l'ensemble des nations. D'autant plus que c'est une logique impériale qui est présente à ce moment-là. Donc, vous avez évidemment des rameaux de l'Angleterre un peu partout à travers le monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Évidemment, en Afrique du Sud, ça va dégénérer par un conflit armé particulièrement important à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et évidemment au Canada, Oui. là-dedans. Donc, puis là, évidemment, ça crée une hiérarchie à l'intérieur de l'Empire britannique, dans lequel vous avez évidemment au sommet le britannique, mais principalement anglais, parfois écossais ou gallois. Ensuite, vous avez des gens qui sont des catholiques, comme les Irlandais ou les Canadiens français. Mhm. OK? Puis ensuite, vous avez d'autres groupes qui sont de nature. Ouais. Encore une fois, c'est un terme, c'est un élément qui est culturel, mais dont, comme système, est tellement bien implanté que ce système-là semble être naturel. Et Donc, à ce moment-là, ça va être, par exemple, des gens qui appartiennent aux autres colonies britanniques.
Et j'aimerais aborder un aspect, parce que le temps file, puis on va s'avancer dans le temps pour toucher le 20e siècle. Mais avant, pendant qu'on est au 19e siècle, j'aimerais peut-être qu'on dise quelques mots sur les gros brassages de population dont on vient de parler. On voit ça pose des défis énormes d'un point de vue de l'ordre social, d'un point de vue de l'ordre politique, mais aussi d'un point de vue de la santé publique. Oui. Je m'en voudrais de ne pas justement aborder c'est les politiques de quarantaine, par exemple, qui vont se mettre en place au 19e siècle, surtout en lumière du contexte actuel qu'on connaît et qui fait un écho assez particulier à cette réalité-là. C'est un aspect particulièrement important parce que ça vient renforcer cette impression empirique. Et une croyance religieuse, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Une maladie, ça touche les corps, puis les corps, les gens deviennent malades, les gens meurent en tant que tel. Ce brassage de population est particulièrement important au 19e siècle, donc ça entraîne évidemment le développement des grandes épidémies. Oui. Donc, par exemple, la première pandémie mondiale, c'est celle du choléra. Le choléra qui commence dans le delta du Gange en 1828, qui dès 1830 se retrouve en Europe, puis dès 1832, il se retrouve ici au Bas-Canada. Et c'est une maladie qui assassine, qui tue les gens. Regardez, 6 000 personnes meurent en moins de 4 mois dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment-là. C'est un phénomène assez important. Il y a d'autres maladies comme le typhoïde ou le fameux typhus. Le typhus a été particulièrement assassin, par exemple, en 1847. En 1847, vous avez une population qui crève littéralement de faim en Irlande, avec la fermeture du marché britannique en 1845, puis le début du libéralisme. Nous assistons à la première famine du libéralisme dans l'histoire de l'humanité. Elle frappe l'Irlande. Il y a 4 millions d'habitants. Il y a 1 200 000 qui meurent. Ah, c'est plus du quart de la population. Wow. Okay. Il n'y a pas un enfant de moins de 2 ans, puis la plupart des personnes âgées meurent à ce moment-là. Un autre million de personnes qui est obligé de quitter l'Irlande. Encore aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, l'Irlande n'a pas retrouvé le même nombre d'habitants qu'elle avait avant la grande famine. Et que ces gens qui quittent, ils meurent de faim, mais donc l'organisme est affaibli, mais ils sont atteints de maladies, entre autres le typhus. Lorsqu'ils arrivent, par exemple, à la station de quarantaine de Gros-Île, à Gros-Île, on les arrête parce qu'on ne tient pas qu'ils répandent le typhus partout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on leur impose une quarantaine. Et ce dispositif de quarantaine, c'est un dispositif médical qui ça se développe un peu partout à travers le monde à ce moment-là. Les grands ports dans le monde vont avoir des stations de quarantaine. Québec, par exemple, Québec, qui à ce moment-là, est le 3e port au monde en matière d'immigration. Après New York, il y a 24 millions de personnes qui vont passer à New York et à Ellis Island, par exemple. Il y a 6 300 000 personnes qui vont passer à Buenos Aires, en Argentine. Il y a 4 400 000 personnes qui vont passer par Québec. Wow. Et qui vont passer aussi par la station de quarantaine. Donc, c'est pas l'image qu'on se fait de Québec maintenant. Oui, mais parce que les gens ne sont pas restés à Québec. Ça coûtait beaucoup moins cher de passer par Québec parce qu'on ne payait pas de taxes. Et aussi, à l'entrée, d'une part, parce que c'était souvent à l'intérieur de l'Empire britannique, et d'autre part, autre élément qui jouait pour Québec, c'est que Québec était particulièrement bien desservi en termes de transport. Encore aujourd'hui, c'est un peu trop de dire ça, là, mais entre autres pour le train. D'accord. Donc, on pouvait se rendre facilement, par exemple, à Chicago, par le train, ou encore dans les États américains, par le train, dès les années 1840. Donc, c'est pour ça que Québec est un endroit qui est privilégié pour ça. Ça coûtait moins cher que New York, même, dans un certain sens. Ouais. Et donc, pour résoudre les maladies, comme la variole, par exemple, quand la variole frappe à Montréal, il y a 6 000 morts en 1885. Pendant l'été 1885, l'armée est obligée d'intervenir pour forcer la vaccination en tant que telle. Donc, c'est vraiment massif. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien là, les médecins vont faire des pressions, entre autres, surtout après la découverte de la théorie des germes par Louis Pasteur, où on découvre que c'est des bacilles, ce sont des bactéries qui transmettent les maladies. Donc, à ce moment-là, on va établir
on va demander justement qu'on passe des tests médicaux. Et les premières lois de l'immigration au Canada, entre autres, la première loi de l'immigration, c'est en 1906, va établir justement des tests médicaux. Mais les tests médicaux vont dire que ce n'est pas seulement pour les maladies dites contagieuses. Déjà là, on se développe toute la notion de l'eugénisme en tant que tel. Donc, c'est-à-dire d'être bien né puis d'éviter la dégénérescence à travers les générations. Donc, on va interdire certains types de pathologies qui vont être considérées comme dommageables, par exemple. Et un argument qui va être important aussi, c'est qu'il faut avoir des gens qui sont en santé. Parce qu'un ouvrier en santé, c'est un ouvrier qui travaille puis qui fait de l'argent. Okay? Alors qu'une personne qui n'est pas en santé, un handicapé, par exemple, ou quelqu'un qui, au contraire, qui a des mœurs douteuses, un homosexuel, une prostituée, c'est des gens qui, en plus, on se méfie beaucoup des maladies transmises sexuellement à l'époque, parce que ça engendre des coûts considérables, puis en même temps, sur les bonnes mœurs, c'est discutable. Donc, dès le début du 20e siècle, les lois sur l'immigration vont comprendre des restrictions importantes par rapport aux maladies. Les choses n'ont pas tellement changé dans la mesure où encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut immigrer au Canada doit quand même se soumettre à des tests médicaux qui vont prouver, qui vont permettre de voir un aperçu de l'état de santé. Oui, bon, les tests médicaux demeurent toujours assez présents. Bon, vous avez la COVID, vous ne rentrez pas sur le territoire canadien tout de suite, non. Mais par contre, ce qui a changé, c'est les normes morales. Je parlais tantôt des homosexuels, ou je parlais des prostituées. Évidemment, bon, il y a un changement considérable, c'est que la question de l'orientation sexuelle, ou encore la question des mœurs, entre guillemets, il y a une protection contre ça qui est accordée par les chartes des droits et libertés. C'est-à-dire, les chartes des droits et libertés, on n'a pas le droit de discriminer les gens pour des motifs comme ceux-là. Et à quel moment la conception un peu plus organique du corps politique s'est-elle transformée au Québec, si elle s'est transformée? Parce qu'on peut aussi plaider le fait que c'est encore le cas. Elle s'est pas mal transformée à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Bon. La raison, c'est à la fois au Québec, mais je dirais aussi de point de vue international. Il faut rappeler, c'est quoi la Deuxième Guerre mondiale? La Deuxième Guerre mondiale, c'est 70 millions de morts. C'est massif. C'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Et qui dévaste le monde un peu partout à travers le monde, et particulièrement en Europe, mais en Asie à ce moment-là. Donc, c'est particulièrement important à ce moment-là de pouvoir éviter ce genre de conflit, la réapparition de ce genre de conflit-là. Donc, on va se donner des mécanismes juridiques internationaux, en commençant, par exemple, par l'Organisation des Nations Unies, en commençant aussi en 1948 par la Déclaration universelle des droits de la personne, et toute une série de dispositions qui, entre autres, par le Haut Commissariat aux réfugiés. Entre autres, il y a toute une série de conventions internationales dans lesquelles les États s'entendent là-dessus. Donc, ça veut dire que désormais, vous ne pouvez plus discriminer aussi facilement qu'on pouvait le faire, par exemple, contre les Juifs, par exemple, au moment du deuxième conflit mondial. Ben, écoutez, c'est un génocide qu'on a fait contre eux. Cet argument-là joue pour beaucoup, entre autres, pour lever les discriminations concernant la religion, par exemple. Okay? Et donc, c'est un élément qui a joué en tant que tel. Autre chose, c'est que pour relancer, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il faut relancer l'économie. La solution passe encore une fois par les mouvements de population, par des forces vives des endroits, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont migrer ailleurs et qui vont contribuer à la relance de l'économie en tant que telle. Et donc, ces mouvements migratoires, ils deviennent de plus en plus importants à travers le monde, d'autant plus qu'ils sont facilités par les moyens de transport et les moyens de télécommunication. Donc, auparavant, c'était le navire ou le chemin de fer. Désormais, c'est l'avion. Donc, quand on parle de l'avion, par exemple, là, on parle évidemment de bassins migratoires qui se transforment. Avant, c'était, par exemple, dans le cas canadien, c'était l'Europe du Nord, ensuite l'Europe du Sud. Mais désormais, ce sont d'autres bassins à partir des années 1960-70, d'autres bassins migratoires. Ça va être, par exemple, le Moyen-Orient, ça va être, par exemple, l'Amérique latine.
et ça va être surtout l'Extrême-Orient, c'est-à-dire le sous-continent indien et ce qui est actuellement la République populaire de Chine. Mhm. Donc, c'est des déplacements de population qui sont particulièrement importants et les ressortissants, par exemple, de la République populaire de Chine, bon, vous aviez des lois qui interdisaient, des lois d'exclusion concernant les Chinois qui étaient présentes dès la fin du 19e siècle avec John A. Macdonald et qui se sont poursuivies jusqu'en 1923. En 1923, on a interdit littéralement l'immigration chinoise à ce moment-là jusqu'en 1949. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus avoir des critères de discrimination raciste. OK. À la faveur des droits humains qui sont dorénavant, comment dire, du moins théoriquement acceptés par la majorité des États. C'est vrai. Et c'est à partir, par exemple, au Canada, le Canada était très impliqué après 1945 dans l'Organisation des Nations Unies. Il était impliqué, entre autres, avec la Déclaration universelle des droits de la personne. Il y était les casques bleus, évidemment, en 1956. Et le Canada, même à l'époque de John Diefenbaker, il s'investissait contre l'apartheid en Afrique du Sud. Vous êtes contre l'apartheid en Afrique du Sud, vous n'allez pas adopter des lois discriminatoires contre vos propres concitoyens. Donc, ce qui arrive en 1960, c'est par exemple, dans le cas des Autochtones, on va accorder le statut de citoyen canadien en tant que tel. Ils ont le droit de vote, par exemple. Mais encore un statut qui demeure particulier. Le statut d'Indien, comme on dit à l'époque, puis on dit encore aujourd'hui, demeure encore assez présent en tant que tel. Ensuite, un autre élément qui va jouer, c'est la discrimination raciale vis-à-vis de l'immigration. On ne peut plus maintenir cela en tant que tel. On ne peut plus favoriser, par exemple, les ressortissants du Royaume-Uni ou des États-Unis. Et on avait accordé aux Français un statut spécial à partir de 1948. On ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, on lève la discrimination raciale en 1961. Mais il faut donc adapter ça parce qu'on ne peut pas laisser la porte ouverte. Donc, la solution va venir en 1966 avec justement le système de points. Le système de points qui est conçu actuellement pour l'immigration, c'est un système qui est fondé sur la qualification économique. Donc, c'est-à-dire, vous avez une qualification professionnelle, vous avez des diplômes universitaires dans des domaines d'emploi qui sont importants au Canada, mais vous allez avoir plus de points. Vous avez un capital d'investissement. Vous voulez investir au Canada de cette façon-là, vous aurez plus de points à ce moment-là. Et si vous parlez d'une des deux langues officielles, vous allez être favorisé. Oui. Dernier élément qui est important aussi, on s'est rendu compte que de l'importance, par exemple, des familles. La réunification des familles joue beaucoup en termes de développement économique, parce que l'unité de base, point de vue économique, c'est la famille. Donc, on va favoriser aussi la réunification des familles. Par exemple, c'est pour ça que vous allez avoir des grands-mères qui vont venir immigrer au Canada en tant que telles. Pourquoi? Parce que la grand-mère, c'est elle qui s'occupe des petits-enfants. C'est pratique économiquement. Et c'est une des raisons que le système de points favorise cela en tant que tel. Et dernier élément, bien évidemment, il y avait aussi des éléments qui sont d'ordre biologique. Donc, ça veut dire, vous venez, par exemple, de l'Union soviétique. L'Union soviétique, on sait, c'est l'empire du mal à partir des années 80. Oui. OK? Donc, on vous considère comme un réfugié politique. OK? Donc, on va faciliter votre admission à ce moment-là. Par contre, il y a d'autres régimes qui sont plus proches de nous, qui sont peut-être même plus sanguinaires que c'est le cas, par exemple, d'Haïti à l'époque des Duvaliers. Donc, à l'époque des Duvaliers, la plupart des Haïtiens quittent Haïti pour sauver littéralement leur vie à l'origine. Donc, mais on ne les considère pas comme des réfugiés. Et là, on trouve une forme de discrimination peut-être dans l'approche politique, étatique. C'est ça. C'est bien sûr, parce qu'on se dit, bon, regardez, ça appartient à l'hémisphère occidental. Bon, c'est pas un pays de l'OTAN, mais quand même, c'est dans quoi ailleurs les États-Unis. On va accepter plus facilement le Cubain qu'on va accepter l'Haïtien, par exemple. Et pourquoi? Ben, pour des raisons un peu obscures encore aujourd'hui. C'est pas très obscur. L'un appartient à un régime communiste, l'autre appartient à un régime allié de l'Occident.
On aborde depuis tout à l'heure un peu les politiques mises en place par l'État. J'aimerais peut-être qu'on aborde un peu plus la dimension sociale, parce que cette politique de grande ouverture de l'État envers l'immigration qui vient de partout sur la planète en vertu de motifs essentiellement économiques, est-ce qu'elle est partagée avec la population québécoise dès 1945, où on retrouve quand même un décalage dans les critères aussi qui vont être valorisés pour accueillir des immigrants, dans la façon dont ils vont s'intégrer dans le tissu social? Il faut comprendre les objectifs de chacun des institutions qu'on vient de mentionner là-dedans. Mm-hmm. L'objectif de l'État, c'est d'assurer une paix sociale et un développement économique. OK? Donc, lorsqu'on établit des règles là-dessus, c'est plus simple d'avoir une population qui est homogène. Oui. C'est pour ça qu'on va favoriser, par exemple, avant c'était des critères d'ordre ethnique, maintenant c'est des critères d'ordre économique. Donc, on va insister beaucoup sur cette dimension-là. Du côté de la société civile, c'est d'autres critères qui jouent. Et ça, ces critères-là sont plus diffus. Ils ne sont pas nécessairement des critères qui font l'objet de textes de loi, par exemple. OK? Ces critères-là, ça va être, par exemple, le fait de créer un couple, de fonder une famille, d'accueillir des gens qui nous plaisent. Donc, vous allez avoir dans la société civile une plus grande facilité d'intégration des individus, surtout lorsqu'il y a des facteurs comme, je dirais, non seulement l'intérêt, mais aussi l'affection qui va jouer ici, en tant que tel. Donc, moi, le phénomène que je peux donner un exemple, c'est le cas de l'adoption internationale. Le cas de l'adoption internationale, il y a une réalité historique à cette adoption internationale. On parlait tantôt des Irlandais qui crevaient de faim en 1847. Donc, vous imaginez un nombre important d'orphelins qui étaient là, qui ont été accueillis par les familles canadiennes françaises à l'époque. Et les héritiers, par exemple, les Ryan, les O'Neill, les Johnson, qui parlent tous français en tant que tels, mais aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient souvent des réfugiés irlandais qui crevaient de faim ou encore des orphelins à ce moment-là. Le phénomène de l'adoption internationale, par exemple, c'est un bon indicateur de l'ouverture de la société civile là-dessus. Évidemment, on entend tous parler d'histoires d'horreur comme les enfants kidnappés au Guatemala, par exemple, à leurs parents naturels et qui sont vendus littéralement à des agences d'adoption. Puis on abuse de la générosité des parents adoptifs là-dessus. Mais sauf que ce qui est intéressant de voir ici, c'est que il est plus facile de voir ce genre d'intégration-là de cette façon-là. Alors, regardez, la semaine dernière, Karim Ouellet est décédé. OK? Ça a fait un effet de choc considérable en tant que tel. Mais Karim Ouellet, c'est intéressant. Son parcours, même s'il y a une fin terrible, c'est que tu vas voir, c'est un type qui a été adopté par une famille qui a grandi à Québec, qui ne voulait pas sortir de Québec, malgré toute l'image qu'on a de Québec, qu'on aime bien entretenir par rapport à ça. OK? Puis qui a contribué de son vivant de manière remarquable à sa communauté. Ouais. Et ça, c'est pour ça que la peine qui a été ressentie était une peine qui était sincère de la part des individus. Parce qu'on sentait que c'était un des nôtres qui était mort, puis il avait contribué de cette façon-là. Donc, vous voyez, c'est des critères qui sont différents, qui n'agissent pas de la même façon. Et c'est des critères de la société civile aussi, sont des critères qui ne fonctionnent pas avec les mêmes temporalités. Et là, je le précise. Qui évolue plus lentement? Ça prend plus de temps. Oui. Ça prend plus de temps pour qu'on ne voit plus la différence en tant que telle. Mais ce temps-là n'est pas déterminé. L'État dit, par exemple, quand on fait une procédure de naturalisation, vous avez un délai de tel nombre d'années pour devenir citoyen canadien. Avant, vous passez le ressortissant étranger, puis ensuite, vous devenez citoyen canadien en tant que tel. Même phénomène au Québec, en passant. Le ministère de l'Immigration a pratiquement toutes les compétences en matière d'immigration, sauf celui d'accorder un statut, entre autres le statut de réfugié, parce que ça relève de l'État fédéral. Mais il peut accueillir le monde qui veut au Québec à ce moment-là.
Le problème, c'est de les retenir parce qu'il n'y a pas de frontière entre le Québec et l'Ontario. La plupart des gens vont quitter après un certain temps pour chercher un emploi en Ontario et c'est bien normal aussi, en tant que tel. Donc, vous avez des critères qui sont temporels, sont fixés dans le temps. Pour fonder une famille, pour fonder un couple, pour avoir des relations de voisinage, ainsi de suite, ça ne fonctionne pas avec un calendrier déterminé, ça. Ça fonctionne avec des objectifs qui sont les vôtres, des temporalités qui sont variables, des changements qui peuvent jouer ici. Donc, c'est pour ça que moi, je considère, quand on regarde les indicateurs concernant l'intégration des immigrants au Québec, bien, ces indicateurs-là, dans la société civile, sont des indicateurs qui montrent une intégration tout de même assez large là-dessus. Il n'y a pas nécessairement de constitution de ghetto en tant que tel. Mais il faut comprendre aussi qu'on parle de communautés qui vivent sur un territoire donné. Ça, c'est un peu normal. La première génération, ce sont des gens qui vont s'installer avec des gens qui viennent de la même région parce qu'ils vont avoir plus de facilité à trouver un emploi, plus de facilité à trouver un logement, plus de facilité à avoir des services. Oui. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, on les retrouve partout. Regardez la ceinture de Montréal, les banlieues de Montréal. Vous avez plusieurs personnes qui sont des descendants d'immigrants qui vivent, mais ils ne vivent pas dans des ghettos là, en tant que tels. Donc, ils vivent en banlieue de Longueuil. Ils vont vivre à Saint-Bruno de Montarville, par exemple. C'est-à-dire, oui, ils ont les mêmes travers que l'ensemble que tout le monde. C'est-à-dire, ils vont prendre leur automobile pour aller chez Costco. Là. OK, on sait ça, mais c'est les mêmes travers. Oui, c'est ça. C'est pas les travers qui sont différents des nôtres. Mais j'aimerais rebondir là-dessus, peut-être pour aborder un élément un peu plus politique, dont on entend souvent parler dans les médias encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de conception d'une approche différente entre le Canada, les États-Unis et le Québec en matière d'intégration des immigrants. Là, on touche au fameux multiculturalisme canadien, qui est une politique qui a été mise en œuvre à partir de 1971. La politique date de 71, la loi date de 1988. Versus l'interculturalisme qui va être prôné au Québec, versus une autre politique aux États-Unis. Est-ce que c'est possible peut-être de revenir rapidement sur ce qui distingue en théorie ces différentes approches-là, mais au fond sur ce qu'elles ont de semblable? Il y a des différences qui sont reliées justement au rôle de l'État. Le rôle premier de l'État, c'est d'assurer une homogénéité sur un territoire donné et d'assurer également une paix civile. Donc, c'est un élément qui est important. Dans le cas canadien, vous avez un État qui est fédéral. Donc, ça veut dire un État qui déjà doit gérer la diversité par sa nature même, puis sinon, il n'y aurait pas de fédéralisme. Non. Ça serait un État unitaire, c'est ce que Ronald McDonald voulait à l'origine. Donc, déjà là, c'est un élément qui est important là-dedans. Et lors des années 1960, lorsqu'on crée la fameuse commission Laurando-Dunton, la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme à l'époque les deux peuples fondateurs, eh bien, on essaie de régler un problème qui relève de la composition sociologique du Canada, c'est-à-dire un État qui a deux langues, entre guillemets, importantes, ici, bien qu'il y ait plusieurs autres langues au Canada, et à l'origine, on pensait deux peuples fondateurs. Là, ce qui est arrivé au moment de ces assises-là, c'est que vous avez eu des ressortissants, des citoyens canadiens, mais qui sont d'origine ukrainienne, qui sont d'origine italienne, d'origine chinoise, qui disent, bon, on ne se reconnaît pas là-dessus. On ne se reconnaît pas là-dessus, puis on estime aussi avoir droit à des droits pour notre culture en tant que telle. Donc, la solution de Pierre-Éliott Trudeau a été de dire, écoutez, la culture relève du privé, d'une part. C'est quelque chose qui relève du privé. Et il n'y a pas de culture nationale au Canada. Donc, il n'y a pas de culture qui aurait préséance sur les autres en termes de modèle d'assimilation en tant que tel. Bien, dans ce moment-là, il y a plusieurs cultures. On reconnaît ce principe des plusieurs cultures en tant que tel, du multiculturalisme. Ce qui est différent dans le cas de la langue, parce que la langue,
ici, c'est encore le modèle de Trudeau, un modèle qui est fondé sur les droits individuels. Le fait de parler une langue, c'est individuel, mais les deux groupes linguistiques les plus importants pour la prestation de services ont le droit justement à la reconnaissance officielle de ces langues. Bon. Donc, en gros, l'argument est essentiellement démographique, c'est-à-dire que dans cette logique-là, si l'espagnol devenait plus important que le français, ben, ce serait tout à fait envisageable de devenir un pays bilingue anglais-espagnol. Bien sûr. Ouais. Regardez, on voit l'argument actuellement concernant l'Inuktitut. L'Inuktitut, il n'y a pas 1 million de personnes qui parlent l'Inuktitut au Canada. Et on pourrait dire, bon, à ce moment-là, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le mandarin, par exemple. Le mandarin, c'est la 3e langue parlée au Canada actuellement. Donc, ça pourrait être d'autres éléments, d'autres langues qui pourraient être évoquées. Mm-hmm. Bon. Au Québec, ça a bloqué tout de suite. En 1971, ça a bloqué tout de suite. Pourquoi? Parce que l'État québécois, sa conception poursuit encore justement l'homogénéité sur un territoire donné, la paix civile sur un territoire donné. Sauf qu'il y a une majorité nationale forte. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, à l'époque qu'on appelait Canadiens et Français, puis là, désormais, on parle de Québécois francophones, mais qui est vraiment massive par rapport aux autres groupes. Mais cette majorité-là, sur le territoire québécois, elle est minoritaire en Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc, vous avez, c'est la logique de Robert Bourassa quand il était premier ministre, c'est-à-dire, mais écoutez, on ne peut pas accepter le principe du multiculturalisme sur le territoire québécois. On applique un principe qu'on appelle la souveraineté culturelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, dans le domaine de ses champs de compétences, le Québec favorise un modèle assimilatoire vers une culture majoritaire. On se rapproche presque de la société organique du 19e siècle. Ça s'est développé à l'époque. Ça s'est développé à l'époque du Parti québécois de René Lévesque par la suite, où on parlait de culture de convergence. On disait on veut forcer personne. OK, on veut forcer personne, mais on a une culture qui est dominante. OK? Mais on veut encourager les gens à participer à cette culture dominante. On a certains instruments, comme par exemple la loi 101, qui nous permet de le faire, mais ou encore, on avait, par exemple, ce qu'on appelait les COFI à l'époque, c'est-à-dire les comités d'orientation linguistique pour les immigrants. Okay. Le comité d'organisation, le comité d'organisation formation des immigrants. Bon. De telle manière qu'ils connaissaient les règles de la vie civile et de l'éducation civique au Québec. Mm-hmm. Donc, c'était une façon de les encourager en tant que tel. Ce qui s'est produit à partir des années 1980, il y a un modèle qui s'est développé, mais ce n'est pas un modèle qui est devenu, qui a été adopté en tant que tel. Il n'est pas devenu une politique directe en tant que telle, adoptée par les différents gouvernements. Dans les années 90, à l'époque du retour de Robert Bourassa, c'est le modèle de l'interculturalisme, c'est-à-dire la culture de convergence qui existait auparavant. Cette culture vers laquelle on pouvait assimiler. On a constaté que cette culture-là pouvait évoluer à travers le temps. Oui. Elle pouvait évoluer à travers le temps, puis si elle évolue à travers le temps, ses références changent donc. Donc, au lieu de dire qu'il y a une culture vers tout se converge, c'est plutôt le mélange des cultures qui va créer une culture québécoise. Là, ça se ressemble beaucoup au modèle du melting pot américain ici. Ouais. Donc, c'est un élément ici vers lequel, justement, des différentes origines, des différentes cultures, on va créer quelque chose qui va être spécifique en tant que tel. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu ailleurs dans le monde. Vous allez en Haïti, par exemple, vous avez les différents éléments, par exemple, entre l'indigénisme, le fait que, par exemple, les Haïtiens sont indigènes à Haïti en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils ont une culture qui leur appartient. Il y a aussi ce qu'on appelle le noirisme. Le noirisme, là, évidemment, c'est des références au passé de l'esclavage, des références aussi avec un africanisme en tant que tel qui joue ici. Donc, vous avez des tendances, la plupart des pays ont ce genre de réflexion sur leur culture. Est-ce qu'il y a un noyau de culture qui est une essence qui ne change pas? Ou au contraire, c'est une culture qui va évoluer à travers le temps à partir de son expérience historique. Mm-hmm. L'exemple d'Haïti, la notion d'indigénisme, c'est une notion qui revient à une naissance.
Alors qu'on parle du Maurice, on tient beaucoup plus compte de l'expérience historique ici. Ouais. Tu aurais pu donner l'exemple du Mexique, tu aurais pu donner d'autres exemples également. Le cas québécois ressemble pas mal à cela, qu'on parle d'interculturalisme, parce qu'on considère que ça évolue à travers le temps. L'exemple que je pourrais donner, c'est le cas de la gastronomie. Au 19e siècle, on parlait des fèves au lard, par exemple, okay, ou des pommes de terre, en oubliant que les fèves au lard sont une invention américaine à l'origine et que les pommes de terre, c'est allemand. OK? Ensuite, on ne parle pas du sirop d'érable qui vient des Autochtones. OK? Mais ça s'est transformé à travers le temps. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le smoke meat. OK? Le bagel. Donc, c'est-à-dire deux influences particulièrement importantes de la communauté juive, puis d'Europe de l'Est. C'est chaque famille a sa sauce à spaghetti. OK? Sa recette de sauce à spaghetti. Et ou encore, on va développer, par exemple, les plats latino-américains ou les sushis. Donc, on voit que la culture ici, c'est un phénomène qui n'est pas seulement qu'une essence, mais qui est une transformation, qui est une dynamique. Et c'est un élément que l'historien, et surtout l'historien qui fait de l'anthropologie historique, voit à un moment donné. C'est que ces phénomènes-là ne sont pas des données qui ont existé de tout temps. Ils sont apparus, ils se sont développés, puis ils ont peut-être disparu, mais ils ont amené quelque part ailleurs. Ils se sont transformés. Ils ont transformé. Et c'est la capacité des individus de se transformer devant les conditions, les situations dans lesquelles ils sont confrontés. Donc, les Québécois, par exemple, en 2022, nous avons une situation X. Quand nous serons en 2122, les Québécois qui seront là auront une situation Y. Alors, il y aura une transformation ici qui va être présente. Il y aura sans doute des éléments qui vont demeurer, d'autres qui vont avoir évolué, mais ils vont avoir évolué justement en congruence avec le contexte dans lequel, la situation dans laquelle ils vivent. Elles vivent. Et justement, en guise peut-être de questions conclusives, bon, je pense que tu l'as effleuré, mais quels sont les avantages d'envisager l'immigration dans la longue durée, ou en tout cas l'histoire de l'étranger dans la longue durée? Je dirais qu'il y a deux éléments. Premièrement, l'immigration, on se rend compte que c'est un phénomène qui est relatif à l'existence humaine. Depuis qu'on a quitté la vallée de l'Obiwai, avec les Salopithèques, puis Homo sapiens, ainsi de suite, puis on s'est rendu, l'être humain s'est retrouvé partout à travers la planète, eh bien, c'est par migration. C'est par migration, c'est parce que les individus voulaient améliorer leurs conditions de vie. Ils voulaient avoir un territoire de chasse, de pêche, des endroits pour vivre, des endroits de vivre en paix en tant que tel. Donc, c'est un phénomène, je dirais, qui est structurant, premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est que ce phénomène structurant, on se rend compte que ces manifestations ne sont pas éternelles. Alors, au contraire, ce qu'on pense être naturel, ne l'est pas vraiment. C'est en fait le produit d'une époque. Ce produit d'une époque, à travers le temps, on l'a gardé, puis là, on ne pense plus aux conditions de sa création à ce moment-là. Je parlais par exemple de la question de la confession religieuse. Quand on arrivait à la confession religieuse au moment du régime français, ça allait soit d'être catholique ou d'être de la religion prétendument réformée ou être juif. OK? Parce que ça faisait partie de notre programme de vérité, pour reprendre l'expression de Paul Venn en tant que tel. Au 19e siècle, c'est normal d'être Canadien-Français, Canadien-Anglais, Polonais ou Russe ou Italien, par exemple. C'est le siècle des nationalités, ça n'a pas de soi en tant que tel. Oui. Là, nous sommes au 21e siècle, il y a d'autres éléments qui jouent ici. Et d'autres éléments qui relèvent, par exemple, de la crise environnementale, des problèmes du capitalisme contemporain, la question sanitaire, ainsi de suite. Donc, ça joue également sur la transformation de nos appartenances. Et ça va de soi, encore une fois. C'est-à-dire, c'est un phénomène
qui traduit les rapports de force dans une société, des rapports de force qui vont modeler notre façon de vivre ensemble en tant que tel. Mais ces rapports de force-là, ils évoluent à travers le temps. Mhm. Moi, j'ai quelqu'un comme un historien qui est beaucoup aimé, c'est Edward P. Thompson, avec la formation de la classe ouvrière anglaise. Mhm. Tout à fait, Edward P. Thompson, il dit comment ça apparaît dans la classe ouvrière anglaise? Ce n'est pas comme le soleil qui apparaît au lever du jour en tant que tel. C'est, au contraire, il y a eu toute une série de phénomènes culturels pour développer ce qu'on appelle une conscience de classe. Et vers la fin de la période, on va dire, voici, c'est la classe ouvrière anglaise en tant que telle. Et c'est un peu ça qu'on peut voir en tant que tel. C'est quelque chose qui nous semble naturel, aller de soi. Eh bien, c'est culturel. C'est quelque chose qui se développe et c'est souvent en congruence, en relation avec les rapports de force dans lesquels nous vivons dans une société. C'est que l'identité n'est pas un donné, n'est pas une donnée fixe, c'est quelque chose qui se construit, qui se déconstruit et qui évolue en fonction. Pas que même, je dirais que l'identité personnelle, parce qu'elle n'adhère pas à l'âme des peuples, donc elle n'adhère pas à la notion d'identité collective. On a des références, des appartenances qui relèvent, qui vont nous marquer dans notre identité personnelle. Mm-hmm. Mais encore une fois, l'effet, on peut par exemple, on peut considérer qu'on appartient à une nation, qu'on appartient à un groupe social, qu'on appartient à un genre, ainsi de suite. Donc, c'est ces éléments qui vont modeler par la suite notre identité personnelle. Mm-hmm. Mais ça ne se limite pas à cela. Oui. Martin Paquet. En fait, c'est l'espace des possibles. L'être humain, c'est ça. Martin Paquette, merci beaucoup pour cette entrevue extrêmement riche. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on peut renvoyer à ton livre, donc Tracer les marches de la cité, étrangers, immigrants et État au Québec de 1627 à 1981, publié aux éditions Boréal. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Ariane. Et on se retrouve très bientôt pour une autre capsule de Perspectives citoyennes.